Est-ce que vous avez déjà entendu parler du labyrinthe? Je pense que oui. En 1980, un film est sorti au cinéma, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de l'un des plus grands chefs-d'œuvre du 7e art, réalisé par l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps, The Shining, par Stanley Kubrick. Pas besoin de blablater, c'est pour moi un monument du cinéma. Mais là, il n'est pas question de parler de Kubrick ni de moi, mais du petit James Dashner, qui, dans les années 80, avait à peine 10 ans lorsqu'il a découvert The Shining. Et il y a un détail qui l'a particulièrement marqué, ou plutôt traumatisé, les séquences liées au labyrinthe. C'est ce qui fait que des années plus tard, James est devenu un harceleur sexuel. Ouais, attendez, non, ça c'est beaucoup trop tard. C'est ce qui a fait que dans les années 2000, James a écrit et publié une série nommée L'épreuve, dont le premier tome s'appelle Le Labyrinthe. L'histoire suit Thomas, un adolescent qui se réveille sans souvenir dans un lieu mystérieux entouré d'un immense labyrinthe mouvant avec d'autres jeunes piégés comme lui. Il tente de comprendre où il est, pourquoi il est là et surtout comment s'en échapper. Le roman a bien sûr connu un succès colossal parce qu'il a captivé toute une génération d'adolescents grâce à son concept simple mais efficace, mais aussi parce que là où d'autres sagas dystopiques pour jeunes adultes se concentraient beaucoup sur la romance entre les personnages, le labyrinthe mise plutôt sur la solidarité, la peur et la survie. Et donc l'absence de grosses romances a aussi permis au livre de toucher un public masculin et féminin plus large, faisant que la finalité de tout ça, c'est évidemment des suites, mais surtout des adaptations au cinéma. Et alors, est-ce que les adaptations de ces livres sont comme Shining et donc des chefs-d'œuvre du 7e art? Non, vraiment pas. Mais est-ce que je les aime? Putain que oui. La trilogie du labyrinthe est assez spéciale à traiter parce qu'elle n'est pas réputée comme étant excellente, loin de là, mais n'est pas non plus considérée comme une bouse infâme. Et si elle a réussi à garder une place dans la mémoire collective, c'est en grande partie grâce à son premier opus, qui reste encore aujourd'hui le plus marquant et le plus réussi des trois. Ce premier film nous plonge dans un groupe d'adolescents, sans souvenir de leur passé, se retrouvant piégés dans ce qui est appelé le bloc, et qui est entouré d'un immense labyrinthe dont les murs bougent chaque nuit et peuplé de créatures mortelles appelées les griffeurs. On découvre cet univers à travers le regard de Thomas, un nouveau venu qui, comme le spectateur, ignore tout de ce monde et doit en comprendre les règles pour espérer survivre. Ce choix narratif est intelligent car il permet au spectateur de partager la même confusion, la même curiosité et la même montée en tension que le protagoniste. En revanche, il pose problème pour ce qui est de la cohérence de l'histoire. Je m'explique. Beaucoup d'éléments des livres ne sont pas suffisamment exploités dans le long métrage, notamment la psychologie de la communauté du bloc. Dans le film, on nous la présente simplement comme un clan qui se divise de plus en plus après l'arrivée de Thomas. Et j'y reviendrai plus tard. Cependant, cloisonner plusieurs personnages au même endroit sans expliquer pourquoi ils sont là et s'ils ont une chance un jour de s'évader aurait pu offrir quelque chose de bien plus intéressant. Par exemple, dans les livres, il est expliqué que les membres les plus anciens du bloc évitent de révéler aux nouveaux arrivants le fonctionnement du labyrinthe pour ne pas les choquer ou les bouleverser mentalement. Cela leur permet d'aider le groupe progressivement, en s'informant au fur et à mesure, sans tomber dans une forme de dépression qui pourrait les mener au suicide. Dans le film, cette dimension psychologique n'est pas du tout abordée, et c'est bien dommage. Du coup, on a l'impression que l'on cache toute la vérité à Thomas uniquement pour maintenir un suspense artificiel tout au long du récit. Mais bon, au moins, ça n'empiète pas sur ce que veut raconter le long métrage, parce que le labyrinthe raconte avant tout la transition de l'enfance vers l'âge adulte. En fait, faut comprendre que les enfants naissent dans un cocon protecteur, inconscient de la violence du monde qui les attend. Les bébés pleurent pour exprimer leur frustration et leur incapacité à comprendre l'environnement autour d'eux, et même à l'adolescence, les petits défis du quotidien comme apprendre à faire du vélo semblent être le sommet de la difficulté. Mais la réalité est beaucoup plus brutale. Une fois sortis de leur cocon, ils sont livrés à eux-mêmes dans un monde complexe et dangereux. Le labyrinthe dans cette trilogie symbolise justement ce passage à l'âge adulte. Les personnages se retrouvent dans un environnement inconnu où ils doivent naviguer entre périls et obstacles sans guide précis. Chaque couloir, chaque impasse, chaque décision peut être déterminante. Le danger est donc omniprésent et l'erreur peut coûter très cher. La vie dans le labyrinthe est à la fois monotone et oppressante. Les jeunes habitants de la communauté, sous le contrôle strict du personnage de Gali, végètent dans un périmètre limité, soumis à des règles imposées et à une routine rigide.
Attendre, suivre les ordres, éviter le danger. Tout est fait pour maintenir un semblant de sécurité. Mais rester statique n'est pas une véritable protection. Les héros doivent se mettre en mouvement, explorer, prendre des risques et affronter l'inconnu pour survivre et évoluer. C'est là que Thomas entre en scène. Son arrivée agit comme un catalyseur. Il remet en question les règles, inspire ses pairs et incarne la curiosité et le courage nécessaires pour avancer. À travers lui, le spectateur comprend que le véritable apprentissage ne vient pas seulement de l'obéissance et de la routine, mais de l'action, de l'expérimentation et de la confrontation avec le danger. Ces interactions avec les autres personnages, comme établir leur confiance, négocier avec eux, les convaincre, sont autant d'éléments qui illustrent l'importance de la communication et de la responsabilité dans ce passage à l'âge adulte. Le labyrinthe n'est donc pas qu'un décor, il est une métaphore de la vie elle-même. Chaque détour, chaque obstacle, chaque rencontre sert à enseigner quelque chose aux personnages. Que ça soit le courage, la solidarité, la persévérance et la prise de décision, tout est testé à chaque instant. Thomas, en explorant ce labyrinthe et en affrontant ses dangers, se rapproche peu à peu de la vérité. Devenir adulte, c'est accepter l'incertitude et agir malgré elle. Avancer pas à pas, un jour après l'autre. Et c'est pour ça que, selon moi, le film n'est pas si con que ça, parce qu'il se présente, parfois de manière indirecte, comme une véritable réflexion sur la servitude et sur la peur de l'inconnu. Il interroge cette idée dérangeante, et si la soumission à un système, aussi absurde ou injuste soit-il, pouvait sembler préférable à la liberté, simplement parce que cette dernière implique de prendre des risques. Sortir du labyrinthe, c'est sortir de sa zone de confort, abandonner la sécurité du groupe pour se confronter à l'inconnu, à la mort, et à une vérité qu'on n'est peut-être pas prêt à entendre. Le film met ainsi en lumière une logique brutale, seuls les plus forts, les plus déterminés, et peut-être aussi les plus chanceux, peuvent espérer survivre dehors. Et les autres tomberont écrasés par la cruauté du monde extérieur. Mais cette réflexion peut aussi se lire sur un plan plus métaphorique, presque méta, car d'une certaine manière, elle concerne également les acteurs de ces films. Eux aussi évoluent dans un labyrinthe, celui du système hollywoodien, où les jeunes comédiens se retrouvent souvent enfermés dans des rôles stéréotypés, décidés à leur place par des producteurs soucieux de rentabilité plutôt que de création. Ils avancent dans un parcours balisé, répétant les mêmes archétypes, espérant qu'au bout du chemin, ils trouveront enfin une échappatoire, une reconnaissance artistique, mais là encore, la liberté a un prix, et peu y parviennent réellement. Ainsi, le labyrinthe parle tout autant de la servitude de ses personnages que de celle de ses propres interprètes, et par extension, de nous tous, coincés dans des structures qui nous rassurent, mais qui finissent toujours par nous étouffer. Puis arrive la fin du film, où on nous révèle que tout ce que les héros ont vécu n'était en réalité qu'une expérience scientifique menée par l'organisation Wicked, dans un monde ravagé par un virus appelé la braise. Les adolescents, choisis parce qu'ils sont immunisés, étaient observés pour comprendre les mécanismes de leur résistance. Leur évasion du labyrinthe, qu'ils croyaient être une victoire et un symbole de liberté, n'était en fait qu'une étape prévue du test, un passage vers une nouvelle phase de l'expérience. Cette révélation renverse tout le sens du récit et elle introduit une réflexion morale sur la science et la survie. Jusqu'où peut-on aller pour sauver l'humanité? Mais surtout, elle installe une idée essentielle à la trilogie, la liberté n'existe pas encore. Elle se conquiert dans un monde où chaque victoire semble déjà programmée. Et c'est là que le second film arrive pour enrichir ces notions. Le second opus met l'accent sur le deuxième mot du titre original qui ne s'appelle pas seulement le labyrinthe, mais le coureur du labyrinthe, The Maze Runner. Même si le principe du labyrinthe reste présent, le film s'attarde davantage sur l'aspect coureur de la franchise. Il y a toujours cette impression d'urgence, cette précipitation constante qui pousse les protagonistes à ne jamais s'arrêter, à toujours fuir, à courir vers un objectif qui semble sans cesse leur échapper. Le thème principal derrière tout cela, c'est l'émancipation, car c'est bien cette quête de liberté qui pousse les héros à quitter leur cocon pour affronter un monde extérieur où le danger est omniprésent. Le film prolonge ainsi le propos du premier opus. Le cocon protecteur rassurant en apparence s'assimile aussi à une forme d'esclavage. Sortir du labyrinthe ne signifie pas être libre, ça signifie devoir conquérir sa liberté dans la peur, la douleur et la confrontation. Mais cette émancipation ne se fait pas sans ambiguïté morale. Le film prend le parti d'un point de vue radical, celui de ne plus sauver un hypothétique monde futur, mais bien de protéger ce qui existe déjà. Le premier opus se conclut sur l'idée que les méchants sacrifient une partie des innocents pour sauver l'humanité entière, et que le héros, lui, choisit sans hésiter par la suite de fuir et de, s'il en a l'occasion,
tuer les responsables de tout ça pour sauver ses amis. Bien que les responsables en question ont avant tout agi dans l'objectif de sauver le monde. On comprend ainsi que la frontière entre bien et mal n'existe plus vraiment. Le labyrinthe La Terre Brûlée devient alors un récit où les lignes morales sont brouillées, où chaque camp agit avec des intentions justifiables, mais des méthodes toujours fondées sur la violence. Et c'est peut-être là toute la force de ce second chapitre, montrer que dans un monde en ruine, il n'y a plus ni héros ni monstres, seulement des êtres qui se battent pour survivre à leur propre humanité. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une thématique qui manquait au premier opus. Le film se terminait sur la division du groupe, d'un côté ceux qui suivent Thomas et choisissent de risquer leur vie dans l'espoir de trouver la liberté, et de l'autre ceux qui restent avec Gali, préférant demeurer enfermés dans une routine certes sécurisante, mais au prix d'une vie sans véritable sens. J'aurais aimé que le film pousse cette idée plus loin, en ajoutant une ambiguïté morale plus marquée au sein de la communauté, en montrant que, peu importe le camp choisi, certains personnages ne sont pas exempts de défauts, voire de noirceur. Parce qu'au final, je trouve quand même le récit un peu trop manichéen. Ça aurait été beaucoup plus intéressant d'explorer les failles humaines de chacun, exposer leurs pulsions, leurs contradictions, et révéler que le mal n'est pas toujours extérieur, mais qu'il peut naître du groupe lui-même. Par exemple, dans le premier livre, il y a un détail que je trouve à la fois fascinant et dérangeant, lié à un personnage que je n'ai pas encore mentionné, Teresa. Lorsqu'elle arrive dans le bloc, tout comme dans le film, elle est la seule fille au milieu de dizaines de garçons enfermés depuis parfois plusieurs années. L'auteur laisse clairement entendre que sa présence provoque un certain malaise au sein du groupe. Certains sont intrigués, d'autres méfiants, et quelques-uns réagissent de manière un peu déplacée. Pour éviter tout incident, les dirigeants du bloc, comme Albie et Newt, décident donc de la placer à l'écart et sous surveillance, notamment pendant son coma après son arrivée. Et ce simple choix narratif est profondément malsain quand on y réfléchit, parce que ça sous-entend clairement que certains membres du groupe ont eu des pensées ou des désirs un peu sexuels envers elle, au point qu'il faille prendre des mesures de précaution pour éviter qu'ils ne commettent l'irréparable. Ce petit détail remet en question beaucoup de choses sur la moralité et la psychologie de ces personnages que le film, lui, présente comme des héros ou des victimes du système. Dans le long métrage, cet aspect est totalement absent. Teresa arrive, tout le monde est choqué de voir une fille, certains font quelques blagues, puis le récit passe rapidement à autre chose. Et c'est dommage parce qu'en ignorant cette tension sous-jacente, le film perd une occasion d'explorer une part plus sombre et réaliste de la nature humaine, ce qui aurait rendu la communauté du bloc encore plus crédible et troublante. Revenons donc au second opus, La Terre Brûlée, qui se conclut à son tour sur un immense cliffhanger porteur d'un vrai basculement narratif et symbolique. Teresa, jusque-là alliée du groupe et figure d'espoir, choisit de trahir Thomas et les autres en rejoignant Wicked. Ce retournement de situation marque une rupture nette dans la dynamique du récit. Le mythe de la solidarité absolue entre jeunes survivants s'effondre, remplacé par une réalité bien plus crue, celle de la méfiance, de la désillusion et de la divergence idéologique. Et oui, parce que cette trahison n'est pas qu'un simple rebondissement scénaristique, puisqu'elle traduit un véritable dilemme moral. Teresa choisit pas Wicked par cruauté, mais par conviction. Elle pense sincèrement que le sacrifice de quelques-uns peut sauver l'humanité entière. C'est un choix profondément adulte, rationnel, mais en même temps terriblement déshumanisé. C'est l'idée que la fin justifie les moyens. Face à elle, Thomas incarne au contraire une posture plus émotionnelle et humaniste. Il refuse de perdre ce qui fait leur humanité au nom d'un projet scientifique ou politique. Ce contraste entre raison et sentiment, entre idéalisme collectif et attachement personnel, est au cœur du propos du film. Le monde post-apocalyptique qu'il traverse est le reflet d'un conflit intérieur déjà évoqué plus tôt. Faut-il se battre pour l'avenir abstrait de l'humanité ou pour ceux qu'on aime ici et maintenant ? Lorsque Minot est capturé à la fin, tout prend une nouvelle dimension. C'est plus seulement une question de survie, mais une question de loyauté et de sens moral. En décidant de ne pas fuir et de partir le sauver, Thomas et les siens affirment une position claire. Ils refusent de devenir les instruments d'un système qui les considère comme des cobayes. Ce choix, profondément humain, scelle leur passage à un nouvel âge, celui de la responsabilité, de la révolte et de la désobéissance face à une autorité injuste. Et justement, le troisième opus met en lumière un aspect essentiel dans ces thématiques du passage à l'âge adulte et de l'émancipation, la question des figures parentales. En effet, le Remède mortel s'interroge sur le rôle symbolique du père et de la mère dans le développement des jeunes héros.
et plus largement sur la façon dont l'ancienne génération encadre ou contrôle la suivante. Cette idée se manifeste notamment à travers les personnages d'Ava Page et de Johnson. Bien qu'ils ne soient pas littéralement les parents des protagonistes, ils incarnent chacun à leur manière une représentation métaphorique de cette autorité parentale. Ava Page incarne une figure maternelle à la fois douce et manipulatrice. Elle semble agir pour le bien de l'humanité, adopte un ton apaisant et cherche à rationaliser les sacrifices imposés aux enfants du labyrinthe. Mais derrière cette façade bienveillante se cache une forme de contrôle déguisé, où la protection devient domination. Johnson, au contraire, représente la figure paternelle autoritaire et violente, celle qui impose sa vision par la contrainte et la peur. Là où Ava manipule par la parole et la séduction intellectuelle, Johnson utilise la force. Ensemble, ils symbolisent les deux visages d'un même système, celui d'une génération d'adultes persuadés de savoir ce qui est bon pour la jeunesse, quitte à lui retirer sa liberté. Ainsi, le film oppose ces deux conceptions parentales, la manipulation douce et la domination brutale, pour mieux illustrer le combat des héros, se libérer de ces influences, trouver leur propre voie et construire un monde qui ne soit plus dicté par les erreurs de leurs aînés. La fin de toute cette histoire laisse malgré tout une impression profondément ouverte et presque dérangeante, car elle refuse de trancher moralement. Au terme de cette trilogie, bien qu'on place le spectateur du côté de Thomas et ses amis, on peut pas toujours affirmer avec certitude s'ils sont de véritables héros ou les artisans d'une nouvelle catastrophe. Et c'est précisément ce flou qui fait la richesse du propos. Comme je l'ai dit, dans un monde post-apocalyptique, la distinction entre le bien et le mal n'a presque plus d'intérêt. Chacun agit selon ses propres convictions, ses blessures, ou simplement par instinct de survie. Ce dilemme est au cœur de la conclusion. Les héros avaient entre les mains la possibilité de créer un remède, de sauver le monde, mais leur choix, guidé par la loyauté et l'émotion, rend de cette solution impossible. Et le film ne cherche pas à les juger pour autant. Dès lors, une question persiste, Thomas et les autres ont-ils réellement condamné l'humanité ? Existe-t-il encore un espoir, un autre moyen de trouver un remède ? Ont-ils simplement accepté les conséquences de leurs actes, préférant sauver un ami plutôt que des millions d'inconnus ? Ou alors, est-ce qu'on s'en battrait pas totalement les couilles ? Parce qu'après tout, personne n'a raison et personne n'a tort. Le film ne répond pas, et c'est bien là toute sa force, car finalement, le labyrinthe ne parle pas tant de sauver le monde que de savoir quel monde mérite d'être sauvé. Les protagonistes choisissent la liberté, même incertaine, plutôt qu'une survie contrôlée et sans âme. Leur victoire est donc ambiguë, ils ne sauvent peut-être pas l'humanité, mais ils sauvent ce qu'il reste d'humain en eux. Et c'est peut-être la conclusion la plus honnête qu'une telle histoire pouvait offrir. Mieux vaut affronter un avenir inconnu, libre et fragile, que de vivre dans un monde figé, artificiellement préservé au nom d'un bien supposé collectif. J'aimerais m'attarder sur un détail qui peut sembler anodin, mais qui a fait grincer des dents. Cette saga se nomme le Labyrinthe. Le premier s'appelle le Labyrinthe, le second le Labyrinthe la Terre brûlée et le troisième le Labyrinthe le remède mortel. Le choix de conserver le mot labyrinthe a évidemment été fait pour attirer les spectateurs à voir les suites. Le premier film ayant été un énorme succès, autant capitaliser dessus. Mais le problème, c'est que cela peut créer un effet similaire à celui des Animaux Fantastiques, où l'on finit par se rendre compte au fil des films que les animaux fantastiques n'en sont plus vraiment le cœur narratif. Alors, pourquoi garder ce nom ? Eh bien, je trouve qu'avec le Labyrinthe, cela fonctionne malgré tout. Car bien que seul le premier opus se déroule véritablement dans le labyrinthe, les suites conservent une atmosphère labyrinthique dans la construction même du récit. Les personnages se retrouvent constamment dans des lieux inconnus. Ils ignorent où aller ni pourquoi et sont sans cesse piégés dans une succession d'espaces confinés, dont ils doivent s'échapper le plus vite possible. Au final, les terres brûlées, c'est aussi un labyrinthe à sa manière, un monde fragmenté, rempli de directions différentes, de zones hostiles, où chaque lieu recèle son propre danger. Les héros n'ont qu'un seul objectif, trouver la sortie, s'approcher d'un espoir de liberté. Et dans le remède mortel, c'est la même logique. La grande ville où se déroule la dernière partie du film fonctionne elle aussi comme un immense labyrinthe urbain. Le labyrinthe reste présent partout, dans la mise en scène, dans la structure narrative et surtout dans la psyché des personnages, prisonniers d'un monde sans issue claire. Et c'est justement un vrai paradoxe de cette saga, une œuvre que je trouve profondément cohérente dans ses symboles et ses idées, mais que beaucoup ont jugée sans vraiment la comprendre. Parce qu'au-delà de son titre, le labyrinthe a souvent été victime d'une image réductrice, celle d'une énième franchise pour ados qui les prend pour des débiles.
Pourtant, en y regardant de plus près, nombre de ces critiques reposent sur des malentendus, comme par exemple les critiques liées au Deus Ex Machina. Un Deus Ex Machina, c'est un élément inattendu qui vient résoudre une situation compliquée de manière soudaine et artificielle, sans réelle logique interne à l'histoire. Et beaucoup ont reproché à ces films de tout le temps sauver les protagonistes dans des situations où ils devraient normalement échouer, voire décéder. Sauf que je comprends pas vraiment pourquoi ça a énervé autant de monde, parce qu'après réflexion, la plupart de ces retournements de situation sont en réalité tout à fait justifiés. À chaque fois, les films préparent subtilement ce qu'on appelle un setup. Le setup, c'est quand une histoire installe une information, un détail, une règle ou un objet qui servira plus tard dans le récit, au moment du payoff. Ce payoff, c'est le moment où cette information paye, souvent de manière surprenante ou satisfaisante. Par exemple, dans une scène où nos héros se font arrêter par des soldats armés, on pourrait croire qu'ils sont fichus, mais retournement de situation, parmi ces soldats se trouve en réalité l'un des héros, infiltré depuis le début. C'est le payoff d'un setup vu plus tôt, puisque le film nous montrait déjà que ce personnage possédait une tenue de soldat. Il est donc logique que le scénario utilise cette information pour résoudre une impasse. D'autant plus que les scénaristes auraient très bien pu ne pas inclure cette scène, et simplement faire partir les héros sans difficulté, ce qui aurait été bien moins cohérent. C'est d'ailleurs un point important qui devrait éviter aux gens de crier au Deus Ex Machina toutes les 2 minutes. Il arrive que les protagonistes se sortent un peu trop facilement d'une situation compliquée, mais cette facilité est souvent payée ensuite par une nouvelle complication qui les met encore plus dans la galère. A l'inverse, ils peuvent surmonter une épreuve particulièrement difficile, ce qui leur permet plus tard de se tirer plus aisément d'une situation tendue. On appelle ça l'effet de balance dramatique. Une solution trop aisée entraîne une complication future, tandis qu'une épreuve trop dure justifie une résolution plus simple ensuite. Dans la trilogie du labyrinthe, on retrouve souvent ce qu'on appelle une causalité punitive ou rétributive, c'est-à-dire qu'une action simpliste ou chanceuse entraîne des conséquences négatives, renforçant ainsi la cohérence morale du récit. Ce principe rend la narration plus crédible et plus satisfaisante pour le spectateur, car chaque facilité ou coup du sort paraît méritée. Donc oui, je peux comprendre que la surutilisation du schéma setup-payoff puisse agacer certains, surtout quand elle devient trop prévisible. Mais dans l'ensemble, ces choix restent cohérents la majorité du temps, et donc pas réellement problématiques. Après, attention, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Des incohérences dans cette trilogie, il y en a un paquet, et certains défauts expliquent très bien pourquoi une partie du public n'a pas accroché. Prenons le lore par exemple. Il est globalement mal exposé, et souvent peu crédible. On nous explique que le monde est ravagé, que l'humanité est au bord de l'extinction, et pourtant Wicked réussit à construire des structures titanesques, à entretenir des technologies ultra avancées et à gérer plusieurs labyrinthes parfaitement fonctionnels. Mais comment? Avec quels moyens? Si l'organisation possède autant de ressources, pourquoi ne pas plutôt bâtir un refuge géant pour protéger les survivants au lieu de risquer des milliers voire des millions de vies dans des expériences aux résultats hypothétiques? C'est une question qui revient souvent et elle est totalement légitime. Le film essaye d'y répondre vaguement par le bien commun et la recherche d'un remède, mais ça reste assez débile quand on y réfléchit 2 secondes. Un autre point où je comprends parfaitement les critiques, c'est le développement des personnages. La plupart sont sympathiques, mais sans réelle profondeur. Dans le premier film, ça marchait un peu, il y avait une vraie dynamique de groupe, un mystère et surtout des moments émotionnels sincères comme la mort de Chuck ou celle d'Albi. Mais ensuite, plus grand chose. Les suites deviennent plus centrées sur l'action que sur l'humain. Et du coup, difficile de s'attacher vraiment à qui que ce soit. Prenons Minot par exemple, c'est littéralement le moteur du 3e film, tout tourne autour de sa capture et du besoin de le sauver. Mais au fond, qu'est-ce qu'on sait vraiment de lui? Pas grand chose. C'est juste le mec cool qui court vite et se bat bien, c'est à peu près tout. On ne connaît ni ses doutes, ni ses rêves, ni ses peurs. Alors forcément, quand on te demande d'investir émotionnellement dans sa survie, ça marche moyen. À la limite, Newt, lui, tire mieux son épingle du jeu. Dans le dernier film, il gagne enfin en profondeur, en vulnérabilité et en humanité. Le problème, c'est qu'à force de le rendre touchant, on sent venir sa mort à des kilomètres. Et quand elle arrive, elle a beau être triste, elle n'a aucune réelle conséquence sur la trajectoire des autres personnages. Tout le développement autour de son infection, de sa souffrance, aurait pu servir de déclencheur, de remise en question pour Thomas et les autres. Mais non, ça passe juste comme un moment dramatique obligé, sans véritable résonance dans la suite de l'histoire. Mais le point qui a le plus agacé les spectateurs, c'est sans doute le personnage de Thomas.
Pas parce qu'il serait mal écrit ou insupportable à suivre, bien au contraire, c'est un protagoniste globalement cohérent et plutôt charismatique. Le problème, c'est plutôt la place démesurée que le scénario lui accorde dans l'histoire. Tout semble littéralement tourner autour de lui. C'est toujours Thomas qui prend les décisions importantes, c'est Thomas qui mène le groupe, c'est Thomas qui a les idées de génie pour s'en sortir, c'est Thomas qui vole la vedette pendant les scènes stylées, et c'est Thomas qui finit par détenir le remède pour sauver le monde. En fait, on a parfois cette désagréable impression que Thomas n'est plus un adolescent ordinaire plongé dans un cauchemar, mais une sorte d'élu. Un héros parfait que le récit place constamment au centre de tout. Et c'est dommage, parce qu'à force de le rendre indispensable, les films en oublient un peu les autres personnages. Les enjeux deviennent moins collectifs, moins humains, alors que le premier opus fonctionnait justement parce qu'il reposait sur la cohésion et la solidarité du groupe. Là où le labyrinthe parlait d'une communauté confrontée à la peur et à la survie, les suites finissent par réduire tout ça à une histoire d'élus, un schéma beaucoup plus classique et prévisible. Donc en soi, Thomas n'est pas un mauvais personnage, il est juste trop parfait, trop central au point d'étouffer un peu tout ce qu'il y a autour. Et quand tout dépend d'un seul individu, même dans un récit post-apocalyptique, ça finit toujours par affaiblir la portée collective et symbolique de l'histoire. Mais malgré tous ses défauts, cette trilogie tient quand même solidement la route. Elle a un vrai début, une vraie fin et une progression logique entre les deux. Ce qui, pour une saga de ce genre, est déjà loin d'être évident. La narration, bien qu'inégale par moments, fait le travail. On sent une volonté de cohérence, une continuité dans les enjeux et dans l'évolution des personnages, même si tout n'est pas toujours parfaitement maîtrisé. La mise en scène, elle aussi, s'en sort plutôt bien. Je m'y attarde pas trop ici parce qu'elle a rien de révolutionnaire, mais globalement, c'est du travail efficace, propre et parfois même franchement impressionnant. Il y a un traitement intéressant du gigantisme lorsqu'on s'aventure au sein du labyrinthe, de la terre brûlée et de la grande ville. Les scènes d'action sont souvent très bien rythmées, lisibles, intenses et elles arrivent quelquefois à te prendre aux tripes, surtout dans les moments où tout s'enchaîne sans répit. Et ce qui est appréciable, c'est que Wes Ball, le réalisateur, ne se repose pas totalement sur ses acquis. On sent qu'il essaie à chaque film de monter d'un cran, de tester de nouvelles idées visuelles ou de mise en scène, ce qui donne parfois des séquences vraiment marquantes. Je pense notamment à cette scène du troisième film où ce bus est suspendu dans le vide à l'aide d'une grue, qui est visuellement très réussie, et il y a également la scène d'introduction qui fait quand même énormément penser à Mad Max Fury Road, et c'est pas pour me déplaire. J'aimerais conclure cette vidéo en revenant sur quelques faits à la fois surprenants et fascinants concernant la manière dont cette trilogie a été conçue. Le premier film est sorti en 2014, le deuxième en 2015 et le dernier en 2018. On remarque donc que le troisième épisode a mis beaucoup plus de temps à voir le jour, et ce pour une raison tragique. Pendant le tournage du troisième opus, Dylan O'Brien, l'acteur principal qui incarne Thomas, a été victime d'un grave accident sur le plateau. Il s'est grièvement blessé au point que sa vie a un temps été en danger. L'acteur a dû s'éloigner plusieurs mois du tournage pour se remettre, non seulement physiquement mais aussi psychologiquement. Cet incident a évidemment eu un impact énorme sur la production, entraînant un report du tournage et des pertes financières considérables. Et c'est justement en lisant un article sur cet accident que je me suis par la suite intéressé de plus près au budget de cette trilogie. Comme je l'ai déjà dit, rien dans ces films n'est révolutionnaire, ni dans la mise en scène, ni dans le scénario. Ce ne sont pas du tout des œuvres qui ont marqué l'histoire du cinéma. Pourtant, leur budget fait que, selon moi, ces films devraient servir d'exemple à énormément de studios américains. Parce qu'en additionnant les trois films, la trilogie du labyrinthe n'a coûté que 160 millions de dollars au total. Et dit comme ça semble énorme, mais dans le paysage hollywoodien actuel, c'est à peine la moitié d'un budget d'un seul blockbuster moyen. Et malgré ça, chacun de ces films a vraiment de la gueule. Que ça soit au niveau des décors, des costumes ou des effets spéciaux, tout est d'une qualité remarquable. Je dirais même que ça tabasse largement tout ce qui se fait depuis pas mal d'années, alors qu'encore une fois, ces films ont coûté moins cher. Cette économie s'explique d'ailleurs assez facilement. D'abord, le casting a été fait de manière très intelligente. La majorité des acteurs choisis n'étaient pas encore de grandes stars à l'époque, ce qui a évidemment permis de réduire les coûts. Les plus connus aujourd'hui comme Thomas Brody Sangster, Kaya Scodelario ou encore Will Poulter étaient encore relativement jeunes dans leur carrière et donc loin des cachets astronomiques des têtes d'affiche hollywoodiennes. Le seul véritable nom un peu bankable au moment du tournage, c'était évidemment Dylan O'Brien, révélé grâce à son rôle culte de Styles Stilinski dans la série Teen Wolf.
Et d'ailleurs, si vous ne l'avez jamais regardé, je vous conseille vraiment de le faire. Teen Wolf, c'est une série que j'adore malgré ou peut-être grâce à tous ses défauts. C'est souvent absurde et kitsch, les effets spéciaux sont parfois ratés, les scènes horrifiques tournent au comique et les personnages se prennent incroyablement au sérieux dans des situations complètement folles. Mais c'est justement tout ça qui la rend géniale. Ce mélange de sincérité et de naïveté en fait un vrai plaisir coupable. Un univers bancal, mais attachant, qu'on finit par prendre au sérieux sans même s'en rendre compte. Et si je devais retenir une seule chose, ce serait la saison 3 qui, selon moi, est peut-être l'une des meilleures saisons de série télé jamais faites. En grande partie grâce à la performance hallucinante de Dylan O'Brien. Enfin bref, la seconde raison qui explique le budget très raisonnable de ces films, c'est évidemment leur réalisateur, Wes Ball. Avant de passer derrière la caméra, il a commencé sa carrière dans la gestion des effets spéciaux et visuels. Il sait donc parfaitement comment les utiliser, comment les intégrer efficacement à l'image, sans avoir besoin de dépenser des sommes astronomiques. C'est un peu le même parcours qu'un autre réalisateur que j'adore, Gareth Edwards, que vous connaissez sûrement pour Rogue One, Godzilla, The Creator, ou même le dernier Jurassic World. Lui aussi vient du monde des effets spéciaux, et c'est précisément ce qui fait sa réputation à Hollywood. Edwards est connu pour sa capacité à tirer le meilleur de ses équipes techniques tout en gardant des budgets maîtrisés. Une qualité devenue rare aujourd'hui. Et honnêtement, quand on voit la chute progressive des gros blockbusters récents au box-office, ça devrait donner des idées à certains studios. Peut-être qu'il serait temps d'engager plus souvent des réalisateurs qui comprennent réellement comment gérer les effets visuels intelligemment, au lieu de balancer des centaines de millions dans des films qui s'effondrent financièrement. Parce qu'au final, le vrai talent ne réside pas dans la taille du budget, mais dans la manière de le faire vivre à l'écran.